matin, c'était la grande interview du Premier ministre François Bayrou. Vous avez peut-être écouté Laurence et Sonia. C'était ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Est-ce que vous êtes rassurés? Est-ce que vous êtes encore plus inquiets? C'est vrai qu'il a été assez rassurant, même s'il n'a pas dit grand-chose. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. C'est Georges Fenech qui disait ça tout à l'heure. François Bayrou. Oui, mais d'une certaine manière, après un Emmanuel Macron qui nous inquiète, au moins lui, il y a une langue de bois, bien évidemment, mais tu te dis, il va pas appuyer sur la bombe atomique. Mais parce qu'il enrobe les choses, voilà, François Bayrou. Tu te dis ça. Il dit au fond la même chose qu'Emmanuel Macron, mais il enrobe. Vous trouvez qu'il dit la même chose qu'Emmanuel Macron? Globalement. Ah bon? Sur le fond, oui. Bon, écoutons François Bayrou. Les Français ont besoin d'être rassurés. Un peu de calinothérapie ne fait pas de mal. Il faut avoir du calme dans cette période. Alors le calme parce que les Français ont besoin, plus juvéniles que vous ne croyez, et donc les Français ont besoin d'être assurés qu'il y a du sang-froid chez ceux à qui ils ont confié la responsabilité. Bon, moi je suis pas d'accord avec vous. Quand j'entends ça, j'y vois une petite pierre dans le jardin d'Emmanuel Macron. Non, Jacques Serret. Sur l'analyse qu'il fait de la situation. Quand même. Après, sur le sang-froid, oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre Emmanuel Macron, qui est un peu alarmiste, et un François Bayrou qui dit attendez, on se calme un peu. Oui, voilà, quand même. Je vous dites, il dit la même chose. Non, moi j'entends. En tout cas, je n'entends pas la même chose. Sur la menace russe, sur les États-Unis, sur tout ça, elle dit la même chose. Bon. Écoutez, on n'est pas d'accord, mais c'est pour ça qu'on parle. François Bayrou qui était donc ce matin, la menace directe, écoutons-le. C'est une menace directe contre la liberté de l'Union européenne. Ce qui se joue en Ukraine. Oui, ce qui se joue en Ukraine, c'est pas seulement le territoire malheureux de l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est la loi qui fait que les nations peuvent vivre libres en Europe. Et nos concitoyens seraient en droit de nous faire des procès sur le thème impardonnable de « vous n'avez rien fait » quand tout s'est présenté. Vous voyez comme les mots sont différents. Ils disent c'est une menace contre l'Union européenne, c'est assez vague. Emmanuel Macron disait la Russie est un ennemi de la France. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et d'ailleurs, de manière très habile, Sonia Mabrouk veut lui dire donc de la France, parce que elle en écho, elle a dans l'oreille ce qu'avait dit le président Macron. Et il répond pas. Il surfe. Il y va pas sur ce terrain-là. Donc je maintiens qu'il y a une petite différence de couleur. C'est une petite nuance. Ce qu'il dit là, Emmanuel Macron le dit aussi, mais différemment. Oui, j'entends ce que vous dites. Mais l'Union européenne, c'est pas la Russie est un ennemi de la France. Forcément. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a un qui est plus rassurant. Dans l'expression beaucoup plus rassurante que l'autre. François Bayrou, toujours, et vous allez évidemment pouvoir intervenir, bien sûr, au téléphone. On rappelle le numéro peut-être. Oui, on rappelle le numéro, rappelez-le. 01 80 20 39 21. Dites-moi, vous êtes sûr que notre ami Olivier Guénec n'est pas devenu le préposé au courrier, qu'on ne l'a pas changé nouvelle mission maintenant. Il est toujours pas revenu du courrier. Ça s'appelle la polyvalence. Non, mais il y a une surprise, il y a quelque chose qui prépare, non? Il y a quelque chose... il est vraiment courrier. Il est vraiment courrier. Enfin, c'est la première fois qu'il n'assiste pas à notre émission, donc je pense que le service courrier l'a récupéré ou lui fait une petite... kidnappé. Bon, mais ça, c'est possible. Bon, en tout cas, François Bayrou, invité ce matin de Sonia et de Laurence, proche de la paix ou de la capitulation, la question est posée. Et donc, quand vous dites ils veulent la paix, il y a l'Europe franchement. On n'a jamais été aussi proche de la paix. Oui, on est aussi proche de ce que cherchent un certain nombre des acteurs, c'est la capitulation. C'est que on consacre, sans rien dire, les bras croisés, l'idée que oui, l'annexion a réussi, la conquête a réussi, l'Ukraine sera à genoux et Zelensky sera à genoux, ce qu'on a vu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et qui est absolument sans précédent. Alors c'est évidemment que c'est sans précédent, mais Monsieur Poutine souhaite arrêter la guerre, Donald Trump veut la paix, et on avait parfois le sentiment que Emmanuel Macron souhaitait que le conflit continue.
Je ne sais pas, mais en tout cas qu'il ne s'arrête pas de cette manière-là. Oui, parce que Emmanuel Macron souhaite que l'Union européenne joue un rôle. Pour l'instant, ils sont complètement mis de côté. Donc évidemment, ça ne leur va pas. Mais ça fait 3 ans qu'on explique qu'on ne doit pas parler à Poutine parce que Poutine est un dictateur. Comment voulez-vous jouer un rôle ? Absolument. Et là, on se réveille parce qu'il y a un Donald Trump qui renverse la table et qui rebat complètement les cartes. Et là, on se dit, ah bah non, bah oui, finalement. Mais oui, mais si Poutine et Trump veulent chacun la paix ou veulent arrêter la guerre, vous pensez qu'on peut faire autrement ? S'ils décident tous les deux, s'ils se mettent d'accord tous les deux ? Je suis totalement d'accord avec vous. On a parlé de François Bayrou et de la menace, de la situation géopolitique, etc. Maintenant, on peut parler de comment on va mettre ça en place, et notamment le financement. Donc écoutez François Bayrou, parce qu'on n'a pas l'ombre d'un centime, et on imagine l'Union européenne avancer 800 milliards. Donc j'ai envie de dire, c'est le deuxième quoi qu'il en coûte. On a eu le quoi qu'il en coûte du Covid, et maintenant on a le quoi qu'il en coûte de l'Ukraine. Il va plus nous rester grand-chose dans les caisses, croyez-moi. Écoutons. Il y a un problème de l'action publique, de l'État, des collectivités locales, parce que, en dépit de l'argent considérable ou des dépenses considérables, on voit bien que la réponse que les Français reçoivent n'est pas la bonne. On a un problème d'aménagement du territoire. On n'a que des problèmes, là, vous nous posez le diagnostic. Oui. Monsieur Mercier. Monsieur, je suis en train de répondre à quelqu'un qui s'appelle Mercier. Monsieur Seret. Oui. Non, ce qui est intéressant dans ce que dit François Bayrou, intéressant ou pas d'ailleurs, mais là, il répondait à la question sur comment est-ce qu'on va trouver de l'argent justement pour financer l'effort de guerre. Il n'y a pas d'argent. Et la seule réponse, c'est de dire, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Donc c'est quand même tout le paradoxe de nous dire, on est au bord peut-être d'une 3e guerre mondiale, mais ça va pas coûter un centime aux Français en plus. Et il nous dit, on va faire des économies dans l'organisation, en termes dans l'administration. C'est quelque chose de très vague. Il n'y a pas un point précis, il n'y a pas une piste précise développée ce matin par le Premier ministre. Et c'est un peu délicat pour lui en même temps d'aller sur ce dossier-là. François Bayrou, il était haut commissaire au plan ces dernières années. On ne sait pas trop ce qu'il y a fait concrètement. Les sénateurs, il y a un mois, ont même dit, quand même, le Sénat a voté la suppression du commissariat au plan parce qu'il jugeait ça inutile. Ce commissariat au plan reste en place. Typiquement, ça aurait pu... Évidemment, c'est un symbole. Mais il est payé d'ailleurs, Monsieur Beaune, là, qui va être... Alors, François Bayrou faisait cela à titre bénévole. Et Monsieur Beaune, il va être payé ? Et là, justement, j'ai posé la question il y a 2 jours en compte rendu du Conseil des ministres, juste après la nomination de Monsieur Beaune. Réponse de la porte-parole du gouvernement, on ne sait pas. Eh ben on va l'appeler. Et ensuite, la réponse qui m'a été donnée, c'est à Monsieur Beaune de décider. Ah bah s'il décide, je pense qu'il va vouloir être payé. Donc, je donne le téléphone. Tiens, on va l'appeler en direct. On va l'appeler en direct comme ça. On va l'appeler en direct. Je donne le téléphone à notre ami Tessier. C'est prêt. Et on va voir si il répond en direct. Vous voulez qu'on l'appelle maintenant ? Tiens, ça va être. On va voir s'il répond. Hop. On va lui demander. Vous voyez ce que je veux dire par là, mais évidemment, on appelle en direct parce que c'est peut-être c'est un budget minimum, mais je veux dire en termes de symbole, on a ce matin un Premier ministre qui nous explique qu'il faut faire des économies dans l'administration. Pas plus tard qu'hier matin, il faisait la passation de pouvoir avec Monsieur Beaune au commissariat au plan. On va l'appeler. C'est parti, on peut lancer. Tiens, on lance tout de suite le téléphone. Nous, on est réactifs. On va voir si ça sonne. Et c'est un numéro masqué qui sort. Non, c'est un 01. Allô, Monsieur Beaune ? Oui. Bonjour Monsieur Beaune, c'est Pascal Praud. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous, Monsieur Beaune ? Bonjour, c'est très gentil de m'appeler. Alors là, je vais prendre un train, cher Pascal Praud. Je vous en prie. Alors, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. D'abord, on voulait vous féliciter pour cette nomination d'un poste qu'on dit qui ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on... Merci de cette sincérité. On s'est permis de vous appeler. Si vous le permettez. Mais on avait une petite interrogation, parce qu'on est avec Jacques Seret du service politique. Si vous dites ça, il faudrait que vous m'invitiez pour que j'en parle sur le fond, alors. On vous invite lundi, si vous voulez venir. Comme ça sera bien. Mais on avait une petite question, parce que Monsieur Bayrou n'était pas payé. Et la question a été posée au Conseil des ministres hier, au porte-parole du Conseil des ministres, pour savoir si vous serez payé ou non. Et la réponse qui a été faite, c'est à vous de décider. Donc on voulait savoir ce que vous aviez décidé. Ça se passe pas tout à fait comme ça, cher Pascal Praud, si vous me permettez de l'expliquer en 20 secondes ou 30 secondes. Il y avait 2 fonctions. Il y avait la fonction de haut commissaire au plan. Cette fonction, elle reste non payée. Ça c'est clair. Et j'ai été nommé à une 2e fonction pour faire la fusion entre les 2 organismes et faire des économies.
qui est la fonction de commissaire général de France Stratégie, où il y avait déjà une personne. Et c'est cette personne que je remplace aussi et qui a été rémunérée. Je serai rémunéré au maximum la même chose. Mais alors, au moment où on parle de faire des économies, c'est vrai que les Français peuvent être surpris qu'on crée un nouveau poste. Ah non, on ne crée pas de nouveau poste. Il y avait 2 postes, on n'en fera plus qu'un. Et d'ailleurs, sur les 2 structures, il y avait au total 15 postes d'un côté et une centaine de l'autre. Et je vous présenterai, je serai ravi de vous le présenter chez vous, la fusion et donc les économies, y compris de budget. Mais on a l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. On a l'impression que c'est ce qu'on appelle un théodule. On a l'impression que c'est pas essentiel. On aime bien dire que toute commission est théodule, mais... on a l'impression qu'on recase les amis, que vous-même, vous avez été... c'est ce que j'ai lu dans la presse. Alors évidemment, c'est pas très agréable ce que je vous dis. C'est pas très gentil ce que je vous dis. Je l'ai lu et je l'entends. Alors d'abord, sur l'utilité, j'aimerais bien qu'on juge sur ce qui va être fait. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent à France Stratégie depuis longtemps. Ça a été créé sous Jean Monnet, donc vous voyez, le général de Gaulle. Donc ça date pas ni de François Bayrou ni de moi. Et ça fait un certain nombre d'études que je serais ravi de vous présenter, qui sont, je pense, j'en suis heureux. Mais alors, par exemple, le haut-commissaire au plan... Et attendez, je finis juste là-dessus. Et donc, c'est on a dit, vous vous souvenez peut-être, quand Michel Barnier a été nommé Premier ministre, on parlait beaucoup de supprimer des agences. J'entends M. Lisnard, M. Vauquier dire qu'il faut supprimer des agences. Oui, parce que je ne sais pas s'ils le font. Chez eux, c'est pas s'ils le font, mais là, c'est le premier cas concret où l'État va supprimer une agence, puisqu'il y aura une seule structure au lieu de 2 avec moins de dépenses. Bon, dernière chose, quelle est la chose qu'a fait le haut-commissaire au plan avec M. Bayrou qui est intéressante durant la fonction qu'il a exercée? Si je devais vous citer un seul rapport, il est très court, je vous invite à le lire pendant le week-end avant que je vienne, c'est sur le nucléaire, pour dire qu'il fallait relancer notre programme d'énergie nucléaire. Il n'y a pas besoin de faire un rapport pour ça. Franchement, si vous pouvez rigoler, vous m'auriez demandé à moi, je vous aurais dit la même chose. Il y avait juste besoin de relancer le nucléaire. Je préfère quand même qu'on demande à EDF, je préfère quand même qu'on demande à des économistes, à des énergéticiens. C'est ce qui a été fait, c'est court et c'est assez impactant, et c'est ça qui a permis de relancer aussi les petits programmes, les programmes de petits réacteurs, ces derniers mois. Eh ben écoutez, j'entends. Bon, vous voulez venir lundi ? Il ne faut pas caricaturer. Mais je comprends. Laurent Tessier, à quelle heure ? Nous, on fait l'émission entre 11h et 13h sur Europe 1, parce que là, on est sur Europe 1. On va caler l'horaire exact. Et ben si vous voulez. La semaine prochaine, en tout cas. Venez, mais bon. La semaine prochaine, en tout cas. Eh ben écoutez, c'était Odé Beauté. D'abord, je vous remercie, parce qu'on vous a appelé Odé Beauté. On a pris le téléphone, vous avez répondu. Oui, je réponds. Vous allez où vous allez où en chemin de fer ? Vous allez où ? Eh ben, je vais essayer, parce que vous avez vu qu'il y a un petit problème Gare du Nord, d'aller à Bruxelles. C'est ambitieux. Là, c'est ambitieux d'aller à Bruxelles. À mon avis, vous feriez mieux de venir dans notre studio avant la fin de l'émission. Avec des commissaires européens pour justement essayer de le convaincre qu'il faut soutenir l'énergie nucléaire en France. Bon, vous avez vu, la radio, c'est réactif. Merci à Monsieur Beaune. Merci à vous, merci de m'avoir appelé. Je vous en prie, je suis pas toujours aimable, je sais bien, mais je pose des questions que les gens se posent. Le débat. Je suis d'accord. Je serais ravi de venir expliquer tout ça parce qu'il faut être transparent. Soyons transparents. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a Jacques Serret qui se dit mais c'est bien, c'est très bien. On se pose une question. Alors du coup on est en retard, mais là on nous pardonnera d'être en retard. À 11h29, Émilie Dez revient. Pierre, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Pascal, bonjour à toute votre équipe, à votre invité et surtout à tous les auditeurs et auditrices. Et profitez du beau soleil d'aujourd'hui. Exactement, vous nous appelez d'où ? Alors moi là je suis en région parisienne, je suis à Jouy-en-Josas, exactement. Bon, vous êtes sympa d'abord parce que vous attendez depuis 30 minutes je crois ? Plus de 30 minutes, oui. Bon, c'est vraiment sympa, mais c'est tout à fait exceptionnel. Que voulez-vous dire sur l'intervention de François Bayrou ? Est-ce qu'elle vous a rassuré ? Alors, je vais essayer d'être clair, précis et circonscrit parce que en vous écoutant, j'ai eu plein de flashs, plein de choses à dire. Alors, tout d'abord, si j'ai bien compris, l'effort de guerre qu'ils vont demander aux Français pour le financement de la guerre qui est entre parenthèses, mais pas la nôtre, excusez-moi du terme, moi c'est pas ma guerre. Ils veulent essayer de nous taper notamment dans les épargnes. Bon, le problème, c'est que si j'ai bien compris, c'est une sorte d'emprunt qu'ils vont faire aux Français, mais un emprunt que de toute façon, on sait très bien, et il faut pas être dupe, qu'on sera jamais remboursé. C'est par exemple, vous prête de l'argent, mais vous savez très bien que vous allez jamais pouvoir la rembourser. Là, c'est pareil, parce que vu la dette colossale qu'on a au gouvernement, ça va être compliqué de nous rembourser. Ensuite, deuxièmement, il continue à jouer, que ça soit M. Bayrou ou M. Macron, il continue à jouer sur la peur.
ils jouent sur la peur. Ils ont joué sur la peur à l'époque du Covid, ils ont fait peur à tout le monde, et le pire, c'est que les Français tombent dans le jeu, et là, ils tombent dans le jeu de la peur de la guerre. Moi, excusez-moi, j'ai plus peur de mes gouvernants actuellement que d'être envahi par la Russie. Pour moi, M. Poutine, il n'a jamais dit qu'il allait envahir la France. Donc, il faut peut-être un petit peu arrêter de faire peur aux gens. Et après, et comme là, il touche aux finances, ils vont commencer à attaquer, ils vont commencer à faire peur après que les gens ne pourront plus finir la fin de mois, on ne pourra plus les aider, il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça. On connaît la combine. Moi, je ne les crois plus. Je suis comme la majorité des Français, on ne croit plus en nos politiques. Et il faut peut-être leur dire aussi qu'ils arrêtent avec leur Europe. Cette Europe-là que le général de Gaulle avait voulu, ce n'est pas celle-là. Cette Europe-là, on n'en veut pas. On n'en veut plus. Moi, j'appelle au Frexit. Ça commence à bien faire. Ils sont dépassés, complètement dépassés. Et qui c'est qui va être les dindons de la farce? Les dindons de la farce, c'est une nouvelle fois les Français et les Françaises. Et qui c'est qui va être le gagnant? Eh ben, ça va être Monsieur Poutine d'un côté, et ça va être surtout Monsieur Trump avec ses intérêts. Mais ça, on le savait. Mais comme on a des dirigeants, excusez-moi du terme, qui sont hyper nuls, la plupart des Français feraient 10 fois mieux qu'eux. Moi, je veux dire, mettez-moi face à Monsieur Macron dans un interview, mais je lui démonte tous ses arguments. Je peux lui démonter tous ses arguments. Il vous laisserait pas parler. Il vous laisserait pas parler. C'est généralement. Moi, il ne laisserait pas parler. Là. Bah oui, parce qu'il il veut nous retirer la démocratie. Moi, je suis désolé. Moi, j'appelle au Frexit. Et qu'on arrête de faire peur. Et qu'on arrête de faire peur aux Français et aux Françaises. Jean-Pierre, d'abord, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée le Frexit, mais en revanche, il faut sans doute revenir à une souveraineté nationale. Pourquoi ça serait pas une bonne idée? Mais parce que manifestement, vous voyez bien ce qui se passe en Angleterre, à l'arrivée, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. C'est-à-dire qu'on doit revenir à ce qu'on a appelé l'Europe des peuples, tel que l'avait imaginé le général de Gaulle. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas transférer notre souveraineté. Il faut que les décisions qui soient prises en France soient prises par les gouvernants français, qui eux-mêmes représentent ce que veulent les uns et les autres en France. Et il y a des choses importantes, et puis il y a des choses parfois plus légères. Dans les choses à mi-chemin entre choses importantes et légères, par exemple la voiture électrique, je n'entends pas que ce soit Bruxelles qui décide si on doit arrêter les voitures thermiques ou pas. C'est un choix que doivent faire les Français. C'est ça, moi, qui m'ennuie dans le dispositif de Bruxelles. Et je pourrais multiplier les exemples où tu as parfois l'impression que des normes sont, en agriculture notamment, des normes sont imposées par l'Union européenne sans que les Français soient dans la boucle. En revanche, vous avez posé la question de l'emprunt. Et je suis pas sûr qu'un emprunt soit sur la table. Jacques Serret. Pardon, excusez-moi. Si, il est question d'un prêt européen de l'ordre de 800 milliards d'euros. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais ça fonctionnerait comment? C'est-à-dire que comment je souscris, par exemple, à un emprunt? C'est pas nous qui souscrivons, c'est l'Europe qui débloque des fonds qui l'envoie. Oui, mais par exemple, notre ami disait un prêt sur personnel. C'est ça que vous disiez, Jean-Pierre, et qui pourrait être, pourquoi pas? C'est-à-dire que les 800 milliards qu'on donne, on donne des milliards à l'Europe. On a déjà donné beaucoup. Donc ces milliards-là, il faut bien qu'ils les trouvent quelque part. Et qui c'est qui va les trouver? Dans les poches qui sont déjà hyper trouées des Français et des Françaises. Ça, c'est pas prévu. Il y aura un euro à leur donner. Oui, mais Jean-Pierre, il n'y aura pas d'impôt et visiblement, il n'y a pas un grand emprunt lancé. Parce que parfois, on peut imaginer un grand emprunt national. Non, l'autre idée, c'est de souscrire. L'autre idée, ce serait de créer un produit bancaire, par exemple, disponible dans chaque banque. Je sais pas, il y a le livret développement durable. Bah là, de créer, par exemple, un livret défense sur lequel les Français pourraient déposer de l'argent avec un taux d'intérêt, ce qui serait utilisé spécifiquement. D'accord, donc on n'aurait pas le droit d'utiliser cet argent, par définition, puisqu'on le dépose, mais on aurait un rendement de 1%, 2%, par exemple, 3%. Ça fait partie des pistes. Bon, bah écoutez, je sais pas si... Est-ce que vous pouvez sonder les Français et les Françaises de savoir s'ils sont prêts à financer supplémentairement quelque part qu'on améliore, qu'on donne de l'argent pour notre armée, ok. Maintenant, est-ce que on est prêt à refinancer pour une guerre qui n'est pas la nôtre? Sonder les Français et les Françaises. Eh bien, sonder les Français et les Françaises. Écoutons François Bayrou. Y aura-t-il une mobilisation de l'épargne d'abord? Écoutez ce qu'il disait ce matin.
Est-ce qu'on fait appel aux Français, monsieur le Premier ministre? Un emprunt national? C'est une possibilité. Encore faudrait-il, si on s'y décidait, et je vous dis que pour moi, sur ce point, la décision n'est pas du tout prise. Vous connaissez vous connaissez mieux que personne la faiblesse de ce monde politico-médiatique. La faiblesse, c'est que... C'est vous les politiques, hein? Oui. Et réciproquement, symétriquement, vous êtes l'autre côté. C'est qu'on veut avoir les réponses avant d'avoir posé les questions. Bon, c'est entendu, mais ça fait un moment quand même qu'on pose les questions. Le recours à l'impôt, est-ce que c'est une possibilité, François Bayrou? Je pense que le recours à l'impôt, on peut trouver des adaptations, mais le recours à l'impôt, il est au bout de sa logique. Reprenons cette idée que j'ai défendue déjà à votre micro. Si vraiment c'était l'impôt qui faisait la prospérité des nations et le bonheur des peuples, alors la France serait de très loin le pays le plus heureux du monde. Bon, ben voilà une bonne formule. On marque une pause. Jean-Pierre qui a... peu de colère, en tout cas qui est irrité. Jean-Pierre est avec nous, je vous propose d'écouter Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, les échanges verbaux. Depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment cela s'est terminé. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Bon, Jean-Pierre, qui était avec nous depuis tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez par exemple de cet échange, Jean-Pierre? Mais là, il n'a pas complètement tort. Il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire qu'en fait, on Qui était n'a pas pas tort à l'époque de... Monsieur Poutine, à partir du moment où, Macron se croit le roi d'Europe, se prend pour un roi de lait, il n'a pas complètement tort. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose, Monsieur Pascal, si vous me permettez. Je vais faire un appel. Appel aux Français et aux Françaises d'ouvrir les yeux. S'il vous plaît. Commencez à vraiment comprendre leur stratégie. Dénoncez-la. Ouvrez les yeux sur leur stratégie de la peur, sur la stratégie de l'humiliation du peuple français. J'entends on en a parlé beaucoup dans nos émissions, que M. Macron soit alarmiste, pourquoi pas. Certains trouvent même que c'est à des fins nationales, c'est ce que disait M. Morin, Hervé Morin, le président du Conseil régional de Normandie, pourquoi pas encore. Mais il n'empêche que c'est pas... On rappelle quand même que c'est Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine, que Vladimir Poutine peut être un danger, on va peut-être remettre les choses à leur place. Convenez de ça, convenez que Donald Trump n'est pas l'homme le plus rassurant du monde. Convenons peut-être que il est possible, je dis bien il est possible que M. Poutine ne s'arrête pas à l'Ukraine, qu'il ait des vues sur les pays baltes. S'il y a les pays baltes qui sont dans l'OTAN, nous pouvons entrer directement en guerre. Tout ça crée un certain climat, convenons-en. Moi, j'essaie d'être nuancé. Bien sûr qu'il y a un discours alarmiste parfois d'Emmanuel Macron. Bien sûr que je ne suis dupe de rien. Mais convenez que Vladimir Poutine et Trump ne sont pas les gens les plus rassurants du moment. Alors, je vais vous dire, il y a eu sur un plateau où vous êtes tous les jours aussi, un plateau de télé, il y a un de vos invités, alors je ne sais plus lequel exactement, qui vous en a parlé et qui vous a dit, alors je ne sais plus si c'est avec vous ou avec Christine Kelly, mais enfin peu importe. Et il a très bien dit une chose. Monsieur Poutine, il est intervenu en Ukraine, pourquoi ? Sur la demande. Il faut remettre les choses à leur place, Monsieur Pro. Il faut le savoir que l'Ukraine est un pays hyper corrompu. Il a envahi l'Ukraine parce qu'il y avait des régions, alors le Donbass et autres, qui, où il y avait des russophobes qui étaient maltraités. Mais ça, pourquoi on n'en parle pas ? On n'en parle pas de ça. Il y a un de vos invités qui l'a rappelé récemment. Voilà. Donc moi, je suis désolé. Oui, Monsieur Poutine a envahi l'Ukraine, mais arrêtons avec cette peur permanente. Le Covid, la guerre, les finances, etc. Qu'on arrête un petit peu avec tout ça. Alors moi, je dis une chose, et je terminerai là-dessus, parce qu'il faut quand même laisser un peu la parole aussi aux autres auditeurs. Bien sûr. Alors, moi, je dirais là-dessus, moi, je reste persuadé, et je vous le dis direct, et j'ai pas peur de le dire, franchement, Macron, démission, et le Frexit, vite. Bon, merci Jean-Pierre, c'est votre avis, bien sûr, c'est la liberté d'expression, donc c'est votre avis, et vous pouvez d'ailleurs...
proposer de réagir à ce propos de notre ami Jean-Pierre. Je dois également vous dire, parce que c'est Laurent Tessier qui rappelait ça ce matin, que le 8 février 2017, Pierre de Villiers, ancien chef d'État des armées, intervenait en commission de la défense nationale et des forces armées, c'était donc il y a 8 ans, et que disait-il ? Actuellement, plus de 60% des véhicules de l'armée de terre engagés en opération ne sont pas protégés, on ne peut pas continuer comme cela. Il disait également, pour être soutenable, l'effort doit être lissé sur les 15 prochaines années, il en va du maintien de notre indépendance nationale au moment du retour des États-puissances. Les urgences sont nombreuses, disait-il encore, elles se télescopent avec les priorités, elles n'en sont pas moins réelles, elles justifient l'effort de guerre que j'appelle de mes voeux. Mesdames et messieurs les députés, vous attendez de moi que je vous dise la vérité. Nous sommes entrés dans une époque difficile et incertaine où se joue la sécurité et l'avenir du pays. Le temps du courage est venu. Se pose dès lors la question de l'effort de défense des États membres de l'Union. Sur 28, seuls 4 ont un budget de la défense, pension comprise, représentant 2% de leur PIB. D'autres en sont très loin. Voilà ce que disait Pierre de Villiers, qui évidemment, j'ai envie de dire, avait tout dit. On conclut avec vous, cher Jacques Serret, vous remerciant d'ailleurs. Merci Pascal. Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que le journaliste politique que vous êtes est inquiet, ou est-ce que vous pensez que tout ça va rentrer dans l'ordre la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je ne sais pas, mais inquiet, non. Pas particulièrement. Je vous avoue qu'au final, d'un point de vue purement politique, journaliste politique, d'un point de vue politique intérieure, ça a un côté presque rassurant pour certains de savoir que qu'il n'y a pas de nouvelles dissolutions, qu'il n'y a pas de censure. En fait, ce contexte international, entre guillemets, protège, entre guillemets... oui, c'est sûr que si une bombe atomique nous tombe dessus, non, on se mais pas de la bombe atomique, mais cette on semaine... se fiche qu'il y ait une censure du gouvernement. Là où je veux en Vous faites bien de le dire. Là où je veux en venir, Pascal, c'est qu'on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron qui veut revenir au centre du jeu, mais pour François Bayrou, cette situation le protège dans le sens où personne ne va le censurer dans ce contexte-là. Bien sûr. Bah oui, il ne va pas être censuré, bien sûr. Je vous remercie, cher Jacques, et je taquine, bien sûr, parce que vous êtes extrêmement important pour décrypter cette actualité. Bon, du coup, moi j'avais prévu ce soir de jouer 130 millions d'euros au loto. Ah bah oui. Et même pourquoi pas de les gagner, mais après cette actualité sombre, à quoi bon ? Bah oui, si on les met de côté, ils vont tout nous prendre. Non, je pense que si je gagne 130 millions, je les donne pour l'effort de guerre. Non, vraiment. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes le seul. C'est le patriote qui parle. C'est le patriote. Vous allez payer des chars, là. Dis donc. Arrête le tien. Camarade, oh là là. Vous savez que je pense que je suis un peu fou. Ah bon ? Je suis persuadé que je vais gagner un jour. C'est vrai ? Souvent, ouais, je le dis. Je suis persuadé que je vais gagner, mais je ne sais pas quand. C'est ce que je me dis à chaque fois quand j'ai validé mon ticket. C'est bon. Vous vous rendez compte, par exemple, le jour, il y a sûrement, ça Dieu sûrement arrivé, quelqu'un qui valide son ticket, et puis il meurt le lendemain. Mais oui. Il meurt, il a une crise cardiaque parce que c'est ce que j'allais vous dire. Essayez de gagner vivant quand même, c'est plus pratique. Aimons-nous vivant. Oh, comme disait François Valéry. Oui. Aimons-nous Fabrice vivant. est en train d'attraper le. Non, bon, on l'aura pas. Il attrape plus grand chose, Fabrice. J'attrape à peine la pub, on va être en retard. La pub, à tout de suite. Vous écoutez Merci Jacques Serret.